Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons parler dans cette vidéo des Mac équipés des nouveaux processeurs Apple Silicon, les fameuses puces M1, et plus précisément nous allons voir s'il vaut mieux continuer à acheter les Mac à base de processeurs Intel ou acheter tout de suite un Mac équipé d'un processeur M1. Alors attention, ce n'est pas un guide d'achat complet que je réalise ici. Effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque gamme. Je sais que mon dernier guide d'achat est complètement obsolète, mais malgré cela, je préfère attendre l'année prochaine, en gros la sortie de Mac équipés d'Apple Silicon pour toutes les gammes, ou du moins pour toutes les gammes grand public, avant de le mettre à jour. Mais bon, comme vous êtes nombreux depuis quelques semaines à me demander si vous devez acheter un Mac Intel ou Apple Silicon, je réalise cette vidéo. Avant de commencer, je vais réaliser mon classique moment auto-promo. Je prends donc quelques secondes pour informer ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple. J'offre aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. Pour s'abonner, c'est gratuit, et c'est en cliquant ici que ça se passe. Bon, maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, je vais pouvoir revenir au sujet du jour. Doit-on acheter un Mac Apple Silicon ou acquérir un Mac Intel? Alors pour commencer, pour les trois du fond qui ne suivraient pas, je rappelle que les Mac jusqu'à cette année, cette vidéo est tournée en décembre 2020, étaient tous équipés de processeurs Intel. Ils étaient en fait basés sur l'architecture Core d'Intel. En milieu d'année, Apple a annoncé qu'il allait changer d'architecture processeur et mettre dans les Mac leurs propres processeurs nommés Apple Silicon, qui sont eux basés sur une architecture ARM. Depuis quelques semaines, l'annonce est devenue concrète, puisque les premiers Mac ARM sont commercialisés équipés d'un processeur M1. C'est le nom qu'Apple a donné à la première génération de son processeur ARM. Alors, toutes les gammes ne proposent pas de Mac Apple Silicon. Parmi ceux équipés de puces M1, vous avez les Mac mini, les MacBook Pro 13 pouces et les MacBook Air. Ces derniers ne sont d'ailleurs proposés que en version Apple Silicon. Exit les versions Intel si vous achetez votre Mac neuf. Par contre, pour les MacBook Pro 13 pouces et les Mac mini, vous pouvez acquérir les nouveaux Mac équipés de processeurs M1, mais vous pouvez également en acheter équipés de l'architecture Intel. Donc, il y a le choix. Bon, par contre, pour tout ce qui est iMac et MacBook Pro 16 pouces, Apple n'a pas encore sorti de nouveaux modèles, donc seuls les modèles Intel sont commercialisés. Pareil pour les Mac Pro, mais en général, je n'en parle de toute façon pas sur mon site puisque ce sont des modèles très spécifiques. Donc, s'il y a le choix sur certaines gammes, lesquelles on prend? J'avais déjà abordé ce sujet dans une ancienne vidéo, donc je vais redonner des arguments que vous avez peut-être déjà entendus, mais comme cette ancienne vidéo avait été tournée bien avant la sortie des premiers Mac Apple Silicon, je vais pouvoir affiner justement ces arguments. Je précise d'ailleurs tout de suite que je pars du principe que si vous vous posez la question, cela veut dire que vous avez vérifié que vos applications et votre matériel peuvent fonctionner avec un Mac Apple Silicon. Un Mac Apple Silicon qui tournera obligatoirement sur Big Sur. Mais donc, pour répondre à cette question, il y a plusieurs points à prendre en compte. Le premier, je dirais que c'est Windows. Est-ce que vous avez besoin de faire tourner Windows sur votre Mac? Effectivement, vous ne pourrez pas sur un Mac Apple Silicon faire tourner le système de Microsoft pour le moment. Alors, j'ai dit pour le moment et je rajoute des guillemets à vous ne pourrez pas. Effectivement, la version de Windows que quasiment tout le monde utilise est une version qui est compilée pour les processeurs x86. Si ce terme ne vous dit rien, pas de panique, on va dire que cela correspond aux processeurs Intel et AMD que tout le monde connaît depuis des dizaines d'années. Cette version ne peut pas s'exécuter sur une autre architecture, par exemple sur une architecture ARM. Mais, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'adore les mais. Mais Microsoft possède dans ses cartons et vend une version ARM de Windows. Et cette version pourrait parfaitement tourner sur des Mac à base de processeurs M1. Le problème, c'est que si vous êtes attentif, vous avez noté que j'ai dit pourrait parfaitement tourner et non pas peut parfaitement tourner. Et ça change tout. En effet, cette version ARM de Windows n'est pas vendue directement à l'utilisateur final, mais seulement distribuée par Microsoft à certains constructeurs. Donc, la balle est dans le camp de Microsoft pour que Windows puisse fonctionner sur des Mac Apple Silicon. D'ailleurs, au moins un utilisateur a déjà installé Windows ARM sur son Mac M1 en utilisant ce que l'on appelle de la virtualisation. Mais tant que Microsoft ne change pas sa politique commerciale et n'adapte pas sa version ARM de Windows au Mac ARM, ça restera de la bidouille. Donc pour l'instant, je préfère vous dire que vous ne pouvez pas utiliser Windows dessus.
Donc si vous devez acheter un Mac maintenant et que vous avez absolument besoin de Windows, vous ne devez pas acheter un Mac à base de processeur M1. C'est aussi simple que ça. Il va falloir pour l'instant rester sur les bons vieux Mac Intel. Bon, après, il faut vraiment avoir besoin d'installer Windows, hein. J'ai travaillé pendant 6 ans chez Apple à m'occuper d'un Apple Shop et j'ai vu des centaines de personnes me dire qu'elles achetaient enfin un Mac car elles voulaient continuer à utiliser Windows en plus du Mac. Il faut savoir qu'installer Windows sur un Mac était impossible avant 2006, bon, à part en émulation, mais là, bof. Eh bien, la plupart de ces personnes, du moins celles que j'ai revues après l'achat, m'ont dit qu'en fait, elles ne l'avaient pas installé. Donc pouvoir installer Windows, oui, c'est un avantage, mais ça ne l'est uniquement si vous avez réellement besoin de l'installer. Mais donc, le premier point est important, est-ce que vous avez besoin de Windows? Si oui, pas de Mac ARM pour l'instant. Deuxième point, qui a également son importance, la durée de vie de votre Mac. Alors, je ne parle pas de durée de vie avant une panne éventuelle. Parce que là, je n'ai pas de recul sur les Mac Apple Silicon. Et concernant les Mac Intel, une panne peut toujours arriver, même si c'est assez rare. Mais lorsque je parle de durée de vie, je parle du nombre d'années, en fait, où vous pourrez l'utiliser. Effectivement, régulièrement, Apple sort un nouveau système. Alors depuis pas mal d'années, c'est une fois par an. Or, lorsque votre Mac n'est plus à jour, cela peut poser des problèmes. Bon, évidemment, je ne parle pas d'avoir 1, 2, voire 3 versions de macOS de retard. Je parle de plus. On est en ce moment sur macOS Big Sur. Eh bien, si votre Mac tourne encore sur Yosemite par exemple, et si vous devez racheter une imprimante ou un scanner, il est possible que ce soit compliqué de trouver un modèle neuf compatible avec Yosemite. Autre exemple, le navigateur Safari est intégré au système Mac. Donc, si vous utilisez une version de macOS qui est ancienne, vous aurez une ancienne version de Safari, et donc certains sites ne s'afficheront peut-être pas correctement. Évidemment, vous pouvez télécharger un autre navigateur, mais si je prends le cas actuel de Google Chrome, il faut au minimum Yosemite pour faire tourner la version la plus récente. Donc pour tous les systèmes macOS précédents, pas de Google Chrome possible, ou du moins pas la dernière version. Et si vous me dites que vous n'avez qu'à télécharger la dernière version de Mozilla Firefox, cette fois-ci c'est la version 10.12, donc Sierra qui est la version la plus vieille de macOS qui peut l'accueillir. Donc la durée de vie d'un Mac est rarement son utilisation jusqu'à une panne majeure, mais son utilisation jusqu'à ce que son macOS soit trop obsolète ou jusqu'à ce que le matériel soit devenu trop lent. Je parle ici de puissance. Alors sur ce point, je vais être franc, si vous n'avez pas besoin d'une puissance démesurée, cela fait belle lurette que les Macs n'ont pas de problème. Bon, sous réserve d'être équipés d'un SSD, mais c'est le cas de tous les Macs vendus à l'heure actuelle. Donc dit autrement, cela fait longtemps que les Macs équipés d'un SSD, deviennent obsolètes à cause d'un système pas à jour, plutôt que par manque de puissance. Allez, je vais l'expliquer encore autrement. Avant que la puissance de votre Mac se révèle trop faible pour votre utilisation, il y aura un système beaucoup trop vieux dessus. Donc, pour un usage grand public, ce ne sera a priori pas à cause du manque de puissance que vous ne pourrez plus utiliser une application, mais plutôt à cause de la vieillesse de votre système, ce qui n'arrivera pas avant un paquet d'années. Mais la vraie question, c'est est-ce que le paquet d'années dont je parle sera le même avec un Mac Intel, acheté aujourd'hui, et un Mac Apple Silicon, actuel? Autrement dit, si je prends l'exemple du MacBook Pro 13 pouces, si j'achète la version Intel, est-ce que j'aurai accès à autant de mises à jour que si j'achète la version ARM? En gros, est-ce que la durée de vie de mon Mac sera la même? Alors, vous vous doutez bien que je ne suis pas devin, donc je ne peux pas vous répondre de façon certaine. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple, lorsque la transition vers les Mac ARM a été annoncée, a déclaré que les Mac Intel continueraient à être mis à jour. Mais ce qui est également sûr, c'est que continuer à gérer des processeurs qui ne sont plus vendus dans les Mac, ce sera le cas au maximum dans 2 ans, cela demande des ressources à Apple, donc de l'argent. Donc il semble cohérent de penser qu'un Mac ARM sera mis à jour plus longtemps qu'un Mac Intel acheté aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il s'est passé lors de la migration vers les processeurs Intel qui a eu lieu en 2006. Les Mac équipés de PowerPC, c'est le nom de la gamme de processeurs qui a été remplacée par celle d'Intel, ont rapidement vu leur dernière mise à jour qui est sortie en 2007. Donc un iMac G5, l'ultime version des processeurs PowerPC, acheté en janvier 2006 sous la version 10.4 du système Mac, a été mis à jour la dernière fois en 2007 avec le système 10.5. À côté de ça, l'iMac Intel acheté également en janvier 2006, qui était également fourni sous la version 10.4 du système Mac, a été mis à jour la dernière fois en 2009 avec le système 10.6. Donc 2 ans de mise à jour de plus par rapport au modèle de l'ancienne architecture. Alors évidemment, je ne sais pas ce que cela donnera à l'heure actuelle, mais il est cohérent de penser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'un Mac ARM sera mis à jour plus longtemps qu'un Mac Intel.
Et cela me permet de rebondir sur le troisième point, le coût de revient des Mac. Alors pourquoi je parle de coût de revient et pas juste de prix d'achat? Eh bien parce que le prix que vous coûtera un Mac ne correspond pas au prix où vous l'achèterez. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, je vais prendre un exemple complètement fictif et exagéré, mais cela vous permettra de comprendre facilement ce que j'explique. Vous hésitez entre deux Macs, l'un coûte 1500 € et l'autre 2000 €. Lequel est le moins cher? Eh ben ça dépend. Si celui à 2000 € vous permet de fonctionner normalement pendant 10 ans, votre Mac vous aura coûté 200 € par an. Par contre, si celui à 1500 € ne peut plus fonctionner normalement au bout de 5 ans, par exemple parce qu'il n'est plus mis à jour, ce Mac vous aura coûté 300 € par an au bout de 5 ans. Et si on suit le raisonnement jusqu'au bout, et si au bout de 5 ans vous rachetez au même prix un Mac qui dure lui aussi 5 ans, au final, au bout de 10 ans, vous aurez dépensé 3000 € d'un côté, pourtant c'est les Macs les moins chers, et 2000 € de l'autre, et pourtant ce sera le Mac qui à la base était le plus cher. Alors évidemment il ne faut pas prendre en compte que ce prix de revient. Lorsque vous achetez un Mac, vous avez une nouvelle garantie, les dernières technologies, et dans le cadre d'un portable, une batterie toute neuve. Mais il est important de ne pas raisonner juste en regardant le prix qu'il coûtera à l'achat. D'ailleurs, il y a une chose importante que je n'ai pas pris en compte dans le coût de revient de mon exemple, la revente du Mac. Un Mac est réputé pour se revendre à un bon prix, en occasion. Donc si vous le revendez au bout de quelques années, cela permet de diminuer le coût de revient. Par contre, je ne vais pas vous mentir, autant je suis d'accord pour dire qu'un Mac ne décote pas trop et se revend à un prix correct d'occasion en temps normal, autant en cas de changement d'architecture, ce n'est plus le cas, puisque c'est plus un cas normal. Les Mac Intel vont voir, ou ont peut-être déjà vu, je n'ai pas vérifié, ils ont peut-être déjà vu leur prix de vente chuter en occasion. Bah oui, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Que leurs mises à jour logicielles ne vont a priori pas durer aussi longtemps qu'un Mac ARM. Donc c'est un point à prendre en compte. Bon, nous avons vu jusqu'à maintenant 3 points importants, il en reste 2. En quatrième position, je souhaitais vous parler de la fiabilité du matériel. Effectivement, les Mac Intel, cela fait un bout de temps qu'on les connaît. On connaît donc leurs défauts, par exemple le clavier papillon qu'Apple a mis à partir du MacBook Retina et sur MacBook Pro à partir des modèles équipés de Touch Bar. Et ce clavier, chez un nombre non négligeable d'utilisateurs, n'a pas une durée de vie très élevée. Alors je vous rassure, les Mac Intel de 2020 sont équipés d'un autre type de clavier. Mais comme vous le voyez, certains choix peuvent se révéler problématiques. Or les Mac ARM sont tout récents, donc nous n'avons pas de recul dessus. On entend d'ailleurs souvent des vieux de la vieille dire de ne jamais acheter la première génération d'un Mac. Alors, je suis d'accord, mais pas complètement. Il est vrai que l'on prend toujours des risques avec une première génération, c'est ce que l'on appelle essuyer les plâtres. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que certes, les processeurs ARM sont nouveaux sur Mac, il n'y a pas de doute. Mais cela fait quelques années qu'Apple les développe pour ses appareils mobiles, donc ce n'est pas complètement nouveau pour eux. Conclusion, oui, il y a toujours un risque à prendre une première génération, mais pour l'instant, les problèmes qui sont apparus depuis quelques semaines sur les Mac ARM des premiers utilisateurs devraient pouvoir se résoudre logiciellement. Alors je dis devrait, évidemment, on n'a pas encore toutes les infos, mais on est loin par exemple du premier MacBook Pro 15 pouces en 2006 qui chauffait énormément. D'ailleurs, niveau chauffe, les Mac avec puce M1 sont visiblement des exemples de fraîcheur et de silence. Et ça, c'est un bon point, notamment pour la durée de vie d'une machine. Donc, je récapitule avant de passer à mon cinquième et dernier point. Windows ne peut pas, pour l'instant, fonctionner sur un Mac Apple Silicon. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? La durée de vie logicielle d'un Mac ARM sera très certainement plus grande que la durée de vie logicielle d'un Mac Intel acheté aujourd'hui. Lorsque vous comparez des prix, prenez en compte le coût de revient. Je vous renvoie vers le point précédent qui évoque une durée de vie très certainement plus longue sur un Mac ARM. Alors, je parle bien évidemment pour deux Mac achetés en 2020, parce qu'un Mac Intel acheté en 2013, je prends l'exemple de mon iMac, aura une durée de vie qui ne devrait pas être inférieure à celle d'un Mac ARM acheté par exemple dans 2 ans. Lorsque l'on achète la première génération d'un ordinateur, je parle au niveau architecture processeur, les risques de rencontrer des problèmes sont plus élevés que lorsque l'architecture est rodée. Mais même si ce sont les premiers Mac ARM, Apple développe des processeurs de cette architecture depuis plusieurs années, pour les iPads et iPhones. Conclusion, est-ce que vous devez acheter un Mac ARM dès là maintenant tout de suite? Si j'exclus Windows, car c'est facile d'y répondre, tous les indicateurs ne sont pas au vert. Par contre, pour l'achat d'un Mac Intel, si j'exclus Windows encore une fois, eh bien ça a l'air moins intéressant qu'un Mac ARM. Alors évidemment, il y a beaucoup de conditionnels dans ce que j'ai dit, mais il est peut-être temps justement d'aborder le cinquième et dernier point à prendre en compte si vous devez acheter un Mac dans les mois qui viennent. Est-ce que vous en avez besoin?
Alors oui, cette question paraît complètement naïve, voire bête, mais est-ce que si vous souhaitez acheter un Mac là maintenant tout de suite, c'est vraiment parce que le vôtre ne remplit plus les fonctions que vous lui demandez? Est-ce qu'il ne pourrait pas encore vous servir 6 mois, voire 1 an de plus? Dans 1 an, on aura le recul nécessaire pour juger les puces Apple Silicon. On saura peut-être même déjà la 2e génération de puces. Donc réfléchissez bien à cela. Je ne peux pas le faire pour vous, c'est vous qui connaissez vos besoins. Je vais pouvoir enfin arriver à ma conclusion finale. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis un peu frileux à l'idée d'acheter maintenant un Mac à base de processeur Intel. Si vous devez absolument le faire, soit parce que Windows est indispensable, soit parce que vous avez du matériel ou des applications qui ne fonctionnent toujours pas sur Apple Silicon, eh bien, je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de rechercher un Mac d'occasion. Alors, évidemment, l'occasion présente toujours des risques, mais il est possible de réduire ces risques en tenant compte de plusieurs points. J'ai réalisé il y a quelques temps une vidéo qui explique ces points à prendre en compte si vous souhaitez acheter un Mac d'occasion. Je vous mets le lien pour y accéder en haut à droite de l'écran et dans la description de la vidéo actuelle. Alors, bien entendu, si vous partez sur un Mac Intel d'occasion, sa durée de vie sera inférieure à celle d'un Mac ARM, mais il aura coûté en principe beaucoup moins cher. Coût de revient, etc. Je vous renvoie vers ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais en gros, vous pourrez racheter un Mac ARM d'ici quelques années sans forcément avoir besoin de débourser trop d'argent avant. À côté de ça, je trouve qu'acheter un Mac ARM aujourd'hui, même si c'est la première génération, n'est pas trop embêtant. Bon, il y a toujours des incertitudes, mais si personnellement je devais acheter un Mac à l'heure actuelle, un Mac mini ou un portable à petit écran, je ne m'orienterais pas vers une version Intel, qu'elle soit neuve ou d'occasion, mais vers une version ARM. Alors, malgré tout, je suis bien content de ne pas devoir racheter un Mac actuellement. Le temps que mon iMac ou que mon MacBook Pro soit bon pour être changé, il y aura déjà en principe plusieurs générations de Mac ARM qui seront sorties. En tout cas, vous avez mon avis personnel sur un éventuel achat effectué maintenant. Mais au-delà de mon avis qui, étant personnel, n'engage que moi, je vous ai quand même donné des pistes de réflexion afin de choisir par rapport à votre utilisation entre un Mac Intel et un Mac ARM. Cette vidéo est finie. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, votre prochain Mac aura un clavier papillon. Bon, trêve de plaisanterie, je vous donne rendez-vous évidemment pour une prochaine vidéo. À très bientôt!